reçois aujourd'hui un peintre du XXe siècle, exclusivement belge, que vous connaissez certainement pour ses tableaux peu conventionnels, le maître du surréalisme, bref, René Magritte. Bonjour, et merci d'être venu. Déjà, c'est avec plaisir que je suis là. Je suis né en 1898 et j'ai commencé les cours de dessin en 1910 à Châtelet auprès de Maître Defoin, en Belgique. Ma mère était créatrice de chapeaux, mes parents étaient donc déjà un peu ouverts à l'art. J'ai commencé par des œuvres impressionnistes, car c'était le mouvement à la mode à l'époque. On peut rappeler que l'impressionnisme est un mouvement français constituant à peindre principalement des paysages avec de petites touches de peinture et de nombreuses nuances de couleurs. On peut citer par exemple des artistes comme Cézanne, Morisot ou Renoir. Exactement. J'ai continué mes études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles jusqu'en 1918. Puis je travaille dans des ateliers pour achever ma formation et commencer à vivre. Grâce aux relations que je me fais, je peux commencer à exposer mes toiles dans des galeries à partir de 1920. Après ça, j'enchaîne les petits boulots en tant qu'assistant ou illustrateur pour différents ateliers. Il y a deux mouvements qui ont particulièrement marqué votre façon de créer. D'abord le mouvement Dada, puis un peu plus tard le surréalisme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? D'abord, le Dada. C'est un mouvement intellectuel artistique qui consiste en une remise en cause de toutes les conventions intellectuelles, que ce soit conventions culturelles, politiques ou religieuses. Ce mouvement a permis un renouveau du monde de la culture, et c'est notamment ce qui a inspiré les mouvements de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain et moderne. Alors, j'ai commencé à rejoindre ce mouvement vers l'âge de 25 ans, un peu influencé par mes fréquentations de l'époque, mais aussi parce que ça correspondait à ma façon de penser. C'est la pertinence de l'idée, l'élégance de la pensée et l'impertinence de l'âme. Je n'ai jamais été un grand conformisme. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je suis un artiste. Ensuite, à mon arrivée à Paris, j'ai découvert le mouvement surréaliste qui commençait à être lancé par Dali, Breton et d'autres. C'était une révélation, la forme d'expression qui m'a permis de mettre en place mes idées dadaïstes. J'ai continué à peindre de plus en plus en utilisant ce style, mais mes peintures étaient de facture très scolaire et pas très intéressantes d'un point de vue technique. Mais leur signification, elle, permettait de donner à l'œuvre tout son intérêt. Une grande partie de votre public se pose la question. Quel est le message caché derrière votre célèbre tableau « Ceci n'est pas une pipe » ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la réflexion derrière ce message ? Le tableau s'appelle en réalité « La trahison des images ». Je l'ai peint en 1929 et le message de cette œuvre n'est qu'un simple jeu sur les mots. Si le sujet du tableau est bien d'une pipe, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser comme elle doit l'être à la base. Vous ne pouvez pas la toucher, l'utiliser... Bref, ce n'est qu'une image peinte sur une toile. Même si représentée de la manière la plus réaliste possible, si j'avais écrit « Ceci est une pipe », ça aurait été un mensonge. Je pose au final la question, est-ce qu'il faut croire qu'on voit ? Est-ce que parce qu'on le représente, l'objet devient réel ? En parlant de vos tableaux, la plupart des critiques artistiques s'entendent sur le fait que vous utilisez différents objets fétiches, comme par exemple le grelot, qui reviennent de manière récurrente. Est-ce que ce sont des objets qui viennent de votre vie ? Je n'en sais rien et je suis contre réfléchir là-dessus. Je ne trouve pas pertinent d'analyser mes œuvres, surtout en fonction de mes choix de vie. J'aime que mon public analyse mes œuvres sans prendre en compte l'histoire de l'artiste, mais d'en chercher le sens dans leur culture. Et pour en finir avec votre histoire ? Le reste de ma vie est assez banal. Je travaille dans des journaux spécialisés ou alors pour des boîtes de pub, mais rien de très gratifiant. Un travail alimentaire en soi. Mais des expositions sur mon travail ouvraient de plus en plus et à mon retour en Belgique, j'ai fondé un groupe de surréalistes avec des artistes comme Skutner, Irène Amoir, Paul Nouguet et Paul Coligny. Je finis ma vie à l'été 1967. J'ai été marié avant de commencer ma carrière et n'ayant pas d'enfant, c'est ma femme qui m'a toujours soutenu et mes amis proches qui s'occuperont de mon héritage. C'est le moment de la question un peu rituelle de cette interview. J'ai découvert que vous aviez eu votre tête sur un billet de la monnaie belge, ce qui signifie que vous êtes quand même un peu populaire aujourd'hui. Et est-ce que vous vous attendiez à une telle renommée ? J'ai commencé très jeune et je ne pensais pas en faire mon métier, mais quand je suis parti de chez moi, c'est la seule chose que je savais faire. Un grand nombre de peintres ont réussi, au moins post-mortem. Je ne vais pas en faire la liste ici. Comme je l'ai dit, ma peinture invite à réfléchir et je vois que ça marche plutôt bien, donc j'en suis très content. Je sais que j'étais très attaché à la façon dont je voulais voir mes toiles exposées, dans des endroits faiblement éclairés, avec un nombre réduit de visiteurs, car j'ai beaucoup travaillé sur la lumière dans mes tableaux. J'étais déjà très connu en Belgique, mais je ne m'attendais pas à ce que cette notoriété devienne mondiale, surtout après ma mort. Mais la magie de l'art, c'est que les œuvres et les idées perdurent, même après la disparition de leur créateur.
Écoutez, nous arrivons à la fin. C'était un honneur de vous recevoir. Est-ce qu'avant de partir, vous accepteriez de me dédicacer cet article? Mais avec plaisir.